Vous avez sans doute entendu parler de l'adage selon lequel la voiture parfaite serait le résultat d'un mélange entre le design italien, la fiabilité allemande et l'innovation américaine. Eh bien, il y en a une qui est pas tout à fait d'accord. Nous sommes à la fin des années 2000, plongés au cœur de l'énigmatique enfer vert du Nürburgring. Circuit mythique, notamment connu pour être l'arène où les marques se livrent à des batailles épiques pour déterminer qui a l'engin le plus rapide. Ce qu'ils ont en commun, c'est le prix exorbitant de leur modèle. C'est dans ce contexte qu'entre en scène Toshio Suzuki, un pilote d'exception venu du Japon, spécialement convié par Nissan pour mettre à l'épreuve leur dernière GTR. Prix d'appel, 80 000 $. Le record du tour tombera avec un chrono à 7 minutes 26, pulvérisant ceux des concurrents et les laissant dans une stupeur humiliante. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Je vous le disais tout au début de ce journal, la partie magazine va être maintenant consacrée à ce que l'on peut appeler maintenant la crise du pétrole et principalement aux répercussions que pourrait connaître notre pays à la suite de la décision des pays arabes producteurs de pétrole de réduire immédiatement leur production de 25%. Dans les années 70, le choc pétrolier va profondément bouleverser le monde, largement dépendant de l'or noir à de nombreux égards. En effet, il y en a partout, dans les avions, le textile, le plastique et bien évidemment les voitures. D'abord, il nous faut économiser l'essence auto. Les gouvernements inciteront donc à réduire la consommation. De nombreuses marques automobiles se verront en difficulté. C'est ainsi que la Nissan Skyline GTR de deuxième génération, la KPGC 110, mourra dans l'indifférence totale avec moins de 200 exemplaires qui sortiront d'usine. Un adieu méconnu au monde. Elle emmènera dans sa tombe le badge GTR autrefois symbole de gloire pour Nissan grâce à la première génération, la PGC 10. Cette icône qui, dans sa version de compétition, avait fièrement accumulé 49 victoires consécutives sur les circuits japonais, instaurant une domination jamais vue dans l'histoire du sport automobile de cette ère, surpassant tous ses rivaux, avec une aisance remarquable. Malgré ce passé héroïque, le destin de la GTR fut scellé, s'évanouissant dans l'oubli sans que son héritage glorieux ne puisse inverser le cours de son destin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du groupe A ? Il s'est passé plus de 15 ans depuis la mort du badge. Le monde est sur le point de voir le mur de Berlin tomber, Senna remporte son premier titre de champion du monde, et la Skyline, tout comme la marque tout entière, a perdu de son éclat. Le groupe B, célèbre pour ses exploits spectaculaires, commence aussi à décliner, faisant de la place au groupe A. Cette catégorie transforme des voitures standards en compétitrices puissantes, en suivant des normes strictes pour assurer l'équité, démontrant ainsi le potentiel des voitures que les gens pouvaient réellement acheter et conduire. Ce qui signifie qu'elles étaient un outil de vente beaucoup plus efficace pour Nissan. Et ça, Yuka Takumi, le nouveau dirigeant de Nissan, l'a très bien compris. Il prendra les rênes de la marque et instaurera une vraie volonté de tourner la page de toutes ces années de disette. Officiellement, il révolutionne les méthodes de production obsolètes et secoue la hiérarchie en place. Dans l'ombre, il initie le projet 901, visant à concevoir les voitures les plus performantes du monde à l'aube de 1990. Ce moment marque un tournant historique pour Nissan. L'heure de réveiller le monstre qui, pendant plus d'une décennie, s'était dissimulé dans les ténèbres. Godzilla. Le concept Mid 4 est la vision de Nissan d'une supercar dans les années 80 et le fruit de tous les efforts mis en place par Koumé et le projet 901. Hélas, la Mid 4 ne franchira jamais le seuil de la réalité industrielle, mais laissera en héritage un bardage technologique qui va pousser Koumé à lancer une toute nouvelle Skyline avec en ligne de mire la compétition du groupe A, dans laquelle Nissan souffrait depuis quelque temps de la comparaison face à notamment la Ford Sierra ou la BMW M3. Speaking to Longhurst earlier in the week. At 11, the Nissan GTR. It's a car that's been described as a mobile computer, the next generation vehicle. It's a remarkable car, and Neil Crompton brings us up to date with it. Et c'est comme ça qu'est née la Nissan Skyline R32 GTR.
Sous son design moins spectaculaire que celui d'une Porsche et son habitacle épuré, trahissant son essence de pur sang de course, se dissimulait un potentiel disruptif. On attribue souvent son succès au moteur RB26. Et bien qu'il ne soit pas sous-estimé, c'est bien le système de transmission intégrale qui va tout changer. Le système Atesa ETS. Tout comme Pablo Picasso, qui a bouleversé le monde de l'art avec son cubisme, le système Atesa ETS de Nissan a révolutionné l'industrie automobile. Il a repensé la notion de transmission intégrale, apportant des niveaux de performance et d'agilité jamais vus auparavant. Et rappelons-nous de Picasso, qui affirmait que si les bons artistes copient, les grands artistes volent. Eh bien, Nissan a embrassé cette philosophie à bras ouverts. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, mais c'est en gros ce que Nissan a fait. La Porsche 959 symbolisait le sommet de l'ingénierie automobile de cette époque. Intrigué, Nissan a décidé de démonter une 959 pour en percer les secrets, découvrant l'importance cruciale de son système de transmission intégrale. Inspiré mais désireux de surpasser, Nissan a conçu pour la GT-R un système similaire mais optimisé. Au lieu d'une distribution constante de puissance aux roues avant, le système Atesa ETS envoyait de la puissance sur les roues avant, uniquement en cas de perte d'adhérence à l'arrière. Grâce à l'intelligence informatique et au capteur de force G, il répartissait la puissance de façon optimale, assurant une maniabilité supérieure. Ce système propulsera la GT-R vers de nouveaux sommets, dépassant largement toutes les espérances de Nissan. On parle d'une machine qui va exploser tous les records. De 1990 à 1993, elle remportera toutes les courses du championnat japonais JTTC. C'est une domination exceptionnelle non seulement dans le sport automobile, mais dans le sport tout court. Elle ira jusqu'à briller à l'international avec des victoires à la course des 24 heures de Spa en 1991 et au Bathurst 1000 en 1991 et en 1992. Elle établira même un record au Nürburgring de 8 minutes et 22 secondes, s'imposant comme la voiture de production la plus rapide du moment. Les médias australiens l'appelèrent Godzilla, car elle instaurait la peur chez tous ses concurrents. Cette bête de course dont le nom résonnait comme un ouragan sur les circuits du monde entier ne laissait derrière elle que désolation et défaite. Le projet 901 n'était pas seulement une réussite, c'était un triomphe. Nissan avait accompli l'impensable, forgé la machine de course ultime qui redorerait le blason de ses 3 lettres sacrées. L'âge d'or de Nissan s'annonçait sous les meilleurs auspices. Les ventes de Skyline dépassant leurs rêves les plus fous. La R32 avait rétabli la légende GT-R, puis vint les héritières de cette gloire. La R33 avait perfectionné la formule sans bouleverser l'ordre établi, puis la R34, celle qui atteindra des sommets en technologie et performance, devenant une véritable icône culturelle. Mais comme dans toutes les épopées immortelles, cette histoire aussi devait connaître son crépuscule. À l'aube du nouveau millénaire, les tendances évoluent. L'engouement pour les voitures sportives japonaises s'estompe progressivement, confronté notamment à la montée du pragmatisme des géants allemands avec leur SUV. Malgré le succès du projet 901, 10 ans plus tôt, Nissan a accumulé des dettes importantes. Une situation exacerbée par la crise financière asiatique. Les constructeurs européens visaient une expansion majeure, dans le but de se positionner pour l'avenir où réaliser des économies d'échelle était crucial. Dans cette course à la croissance, BMW mettait la main sur Rover, Mini, Rolls-Royce. Tandis que Volkswagen se constituait un empire en intégrant Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini et Bugatti. Renault, quant à elle, saisissait l'occasion offerte par les difficultés financières de Nissan pour établir une alliance stratégique. Et c'est là qu'intervient Carlos Ghosn. Il a une mission claire, ramener de la rentabilité à Nissan et dépoussiérer l'image de marque. Nous avons connu des jours très sombres. Cette marque avait un grand passé et était très respectée, mais n'avait ni les bons produits ni les bonnes technologies. Et c'est précisément ce deuxième aspect qui nous intéresse. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. L'heure était venue de faire réapparaître l'emblème. Carlos Ghosn a choisi Kazutoshi Mizuno pour diriger le projet. Une légende vivante avec une carrière de 40 ans chez Nissan. Son CV impressionnant était parfaitement aligné avec l'ambition colossale qui lui était confiée. Forger une supercar qui pourrait rivaliser sur le même pied d'égalité avec les élites de l'automobile mondiale. Cette fois, cependant, Nissan a décidé de briser les moules traditionnels. La présentation du concept GT-R en 2001 témoigne de la nouvelle approche audacieuse et innovante que Nissan voulait pour son icône, abandonnant le confort familier du modèle de série dont elle était dérivée jusqu'alors, la Skyline. Partant d'une feuille blanche, Nissan s'engageait dans une quête épique pour créer non seulement une voiture, mais un symbole d'excellence ingénieuse prête à graver ses 3 lettres, GT-R, pour de bon dans le panthéon de l'histoire automobile. Les supercars n'étaient accessibles qu'aux pilotes ou aux clients très fortunés. J'ai voulu changer ça.
Concevoir une supercar est en soi un défi colossal, mais créer une supercar rentable, proposée à moins de 100 000 €, requiert une coordination digne d'un chef d'orchestre. Toutes les parties se mettaient alors au travail. D'abord le design, offrant une vision radicalement différente de ce que l'on imaginait habituellement pour une supercar. Des formes taillées à la serpe, dans la pure tradition des animés japonais. Des formes qui ne serviraient qu'un seul but, l'aérodynamisme. Son V6 biturbo de 3,8 litres, façonné à la main, libère 485 chevaux. Une puissance sous-évaluée qui cache les véritables exploits de ce monstre qui sera capable d'atteindre les 100 km/h en moins de 3 secondes. Nous sommes tous très heureux de produire ce qui n'est pas simplement un moteur, mais un véritable chef-d'œuvre. La transmission en double embrayage bénéficiera également du même soin artisanal. La puissance sera transmise au sol grâce à la version la plus perfectionnée du système Atesa ETS. Le développement du nouvel ordinateur de bord sera réalisé en collaboration avec Polyphony Digital, les concepteurs de Gran Turismo, illustrant ainsi l'acceptation par la GTR de son statut d'icône célébré par une génération nourrie à ce jeu mythique. Tous les jours, 25 GTR sortent de l'usine, chacune témoignant que dans cette symphonie de l'innovation, la GTR tient la première place. Néanmoins, la note finale de cette mélodie se jouera à quelques kilomètres de là. Nous sommes en 2007 au Tokyo Motor Show. Subaru présente leur nouvelle WRX STI, Mitsubishi la Lancer Evo 10, et chez Lexus, on est confiant. On présente le concept LFA. Cette annonce promet un futur des plus prometteurs pour la marque. Celle qui devrait, en théorie, remporter les faveurs du public ce soir d'octobre 2007. Mais personne ne se doute de ce qui allait se passer quelques années plus loin. Chez Nissan, le moment était venu de présenter le fruit de toutes ces années de labeur au monde entier. 6 longues années étaient passées depuis la présentation du concept GTR au même endroit. Et c'est là, dans une ambiance chargée d'anticipation, que la nouvelle GTR était dévoilée. What you hear is the roar of Nissan's passion for performance. With 480 horsepower, the GTR is up for any competitive challenge. Anyone, anywhere, anytime. Bon, la suite vous la connaissez déjà. Mais une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. L'annonce de la GTR a fait l'effet d'une bombe. Bah ouais, une supercar à moins de 100 000 €, vous imaginez bien que chez les concurrents, c'était un peu la panique. Houston, we have a problem. Et puis c'est pas comme si toute la presse spécialisée avait remué le couteau dans la plaie. Mais Car of the Year, ça veut rien dire. Et ça, c'est quoi ça? GTR humilie ses rivales, hein? Ouais. On devient accro. Mais accro à quoi? C'est pas de la drogue. Vient de gagner quoi? Comment mais qu'ils aillent se faire. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dû se dire chez les Allemands. La R35 conclura son chapitre en 2022, après 16 belles années d'évolution. Et au final, l'histoire de la GTR se résume à un enchaînement de rebondissements. Des hauts, des bas, et puis encore des hauts. Une histoire de comment, contre toute attente, un constructeur automobile japonais a pris le monde d'assaut, créant non seulement une des voitures les plus emblématiques de l'histoire, mais forgeant un mythe vivant. Vettel proclamait que dans le cœur de chacun bat une passion pour Ferrari, même chez ceux qui nient cet amour. Nous, en revanche, sommes convaincus que le désir d'une GTR réside en chacun, même chez ceux qui jurent le contraire. Telle une attraction irrépressible vers la puissance mythique de Godzilla. La GTR quitte lentement mais sûrement le marché européen, et par extension le monde entier, après des décennies qui l'ont solidement ancré au sommet de l'Olympe automobile. Nul sait si dans l'ère électrique qui s'annonce, le badge saura renaître. Mais une chose est sûre, la légende de ces 3 petites lettres continuera de résonner dans l'esprit des passionnés pour encore longtemps. On espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo qu'on en a pris à la faire. Il y en a plein d'autres qui arrivent, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde. En attendant, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux @JackyMediaFR.